Nous sommes le vendredi 3 juillet 2020, il sonne 11h et vous êtes certainement bien nombreux à nous écouter à Lomé, ici dans la région maritime sur Canal FM, la 93.5 FM. Vous êtes tout autant nombreux à nous écouter sur Radio Lumière à Neho, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan, Radio Daoul à Bassa, et un peu partout dans le monde sur l'application Canal FM et également sur les radios numériques Ebene Radio, Radio Gameli. Merci, votre fidélité d'écoute nous honore et nous conforte. À la technique, Michel Vitagwe Kokou Tomega et Giro Dakucha. Ici au micro pour vous servir votre humble et innocent serviteur, donc Kodjo Tete Hassan Haïm Mordehai. Avec à mes côtés déjà deux confrères et un invité. Un troisième confrère va arriver incessamment. Juste rappeler, annoncer un peu le menu du club de la presse de ce jour. Nous allons passer en revue des informations tous azimuts qui ont marqué cette semaine. Nous allons faire une incursion dans le Togo profond. Et pour ça, nous avons à nos côtés Marc Aboflan du média en ligne Élite d'Afrique. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les fidèles du club de la presse. En face de Marc, c'est Madame ODD Djatoubé Akouvi Roland Daziaka. Bonjour. Sas, bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Vous revenez juste d'un tour dans le Togo profond. Oui, tout à fait. Vous êtes monté jusqu'à quel niveau? Jusqu'à la commune Kéran 1, c'est-à-dire le nord, et dans la région de la Kara. Merci. Vous allez partager avec nous ce que vous avez observé aussi bien à l'aller qu'au retour. Et j'annonçais tantôt une incursion dans le Togo profond. Et pour cela, nous avons invité un ami, Kokou Baté à Kodoué. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Vous êtes anthropologue, vous travaillez sur les questions d'ordre culturel, notamment les religions. Et vous séjournez depuis quelques années dans le Togo aussi profond. Vous nous situez la région où vous êtes établi depuis ces derniers temps. Oui, je dis Ivoire à tous nos amis à Kosso. Donc je viens de la région à Kosso, plus précisément Ezimé. Ezimé à côté d'Amlamé, à 4 km d'Amlamé. Donc, Ivoire à vous tous nos amis des plateaux et principalement, spécialement les gens de Ezimé. Et vous les saluez en langue à Koso, Avlé. D'Avlé Koboé. Merci beaucoup. Eh bien, Marc Djatoubé et Baté, nous allons penser à nos amis, les Togolais qui résident aux États-Unis d'Amérique, aux citoyens de ce grand pays, les USA qui célèbrent demain samedi le 244e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Les États-Unis, Roland, les États-Unis, où vous avez séjourné un certain nombre de fois. Oui, tout à fait. Et cette année, ça va se faire avec Covid. Actuellement, la situation est un peu compliquée aux États-Unis. Mais c'est une grande célébration et voilà. J'ai eu la chance de vivre ça en live quand j'étais lors de mon séjour aux États-Unis. Et j'avoue que, bon, en fait, c'est une solidarité internationale. C'était depuis le 4 juillet 1776 que les 13 colonies de la côte Est américaines ont déclaré leur indépendance. Des 13 États, ils sont aujourd'hui 50, la superpuissance économique, militaire du monde entier. Mais attention, ce rang des États-Unis qui est fortement convoité par la Chine. Dans quelques années, nous verrons si on doit conjuguer les États-Unis encore premier
ou bien si ils se feront... Est-ce que c'est dans quelques années ou actuellement? Est-ce que c'est dans quelques années ou actuellement? Je pense que on ne pourrait plus dire sans se tromper que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Oui. La Chine, à tout point de vue aujourd'hui, a ravi cette place aux États-Unis. Et surtout avec cette crise de la Covid-19 en cours, je pense que ça va bouleverser beaucoup de choses sur le plan de dynamique internationale. Merci. Nous allons quitter les Amériques pour revenir en Afrique et nous porter aux côtés de nos frères algériens. Le dimanche 5 juillet, les États-Unis, plutôt la République d'Algérie va souffler ses 58 ans d'indépendance. C'était le 5 juillet 1962. Et puis revenir ici au Togo, aller à Bassar, notamment Bassar-Ville, la commune de Bassar 1, où nous tombons sur un ami, c'est Irénée Nissao Napo. Il est conseiller municipal de la commune Bassar 1. Il est le délégué national du parti Afrique, Togo Afrique Écologie. Diatoubé, c'est pas un secret. Mais quand nous étions dernièrement à Bassar pour la fête de l'Ignam, nous étions allés prendre un petit pot avec chez notre ami Irénée Nissao Napo qui venait d'avoir 2 jumelles. Oh là là! Donc il m'a promis l'une comme ma future femme. Oh là là, ça, il faut qu'on s'élève ça. Monsieur Napo, ça fait très longtemps, je profite de l'occasion pour faire un coucou. J'espère que bientôt on va encore se voir et voilà, et continuer. Merci. Si Monsieur Napo a des jumelles, peut-être que Diatoubé va... Je prendrai le garçon. Des jumeaux. Oh là là, non, les jumeaux vont se mettre ensemble. Cette prédilection. Ça va se réaliser. Oui. Nous les innocents, ce que nous disons, c'est réalise. Oh non, deux en même temps. Deux en même temps. Merci Thierry Afanouké, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Merci, eh bien le plateau est au complet. Et à présent, la pensée du jour. Et aujourd'hui, nous sommes allés chercher un proverbe guinéen qui dit que en main d'autrui, le morceau est toujours gros. En main d'autrui, le morceau est toujours gros, même si c'est juste une apparence. C'est pour dire que nous pensons que ce qui se trouve avec l'autre est plus gros, est plus beau, alors que Thierry, nous possédons des trésors que nous ne savons pas toujours valoriser. Ah, tout à fait. C'est un peu comme la gouvernance également. Quand l'autre, où je prends plutôt l'exemple du jeu de football, quand vous êtes dans la tribune, et que les acteurs sont sur le terrain, des fois, ils commettent des erreurs. Et vous qui êtes supporter, vous pensez que si c'était vous, allez... Avant ça, vous criez, vous insultez, voilà. Et vous pensez que si vous étiez sur le terrain, vous allez faire mieux que lui. Mais il faut dire que c'est quand on est devant une situation qu'on l'apprécie mieux. Donc, nous devrons nous encourager les uns et les autres à mieux faire, à aller vers l'excellence. Merci. En main d'autrui, le morceau est toujours gros, alors qu'en réalité, ce que nous avons dans nos mains et en nous est peut-être plus beau et plus gros que ce que l'autre a. Nous commençons par le Togo profond et nous passons ce communiqué une fois n'est pas coutume. Hier, dans la journée du jeudi 2 juillet, il s'est produit un accident de circulation dans la localité de Kolokope. C'est à quelques encablures à la sortie nord de la ville de Tchévier. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort, bien que la circulation fut bloquée de longues heures. Et sur les lieux, il a été trouvé après un porte-monnaie contenant une certaine somme d'argent. Il y a un ami dans la localité, il a trouvé ce porte-monnaie. Il n'a pas donné le montant de l'argent, mais il y a une certaine somme d'argent. Et l'ami demande au propriétaire du porte-monnaie de le contacter. Il est au 99 47 76 26. Encore une fois, 99 47 76 26 ou bien au 90 04 46
61, encore une fois 90, 04, 48 et 61. Alors, Yatoubé, ça nous intéresse parce que nous trouvons que c'est rare qu'après un accident, quelqu'un trouve un porte-monnaie qui ne lui appartient pas. Il trouve de l'argent dans ce porte-monnaie. Il n'y a malheureusement aucune pièce d'identité pourrant guider sur le propriétaire. Mais voilà, ce compatriote, c'est lui-même qui communique pour que le propriétaire du porte-monnaie vienne chercher et son porte-monnaie et son argent. Ça, c'est vraiment très beau. C'est beau et puis c'est une grande leçon pour nous, les autres citoyens du Togo. Parce que si nous arrivons à avoir des gestes comme ça d'honnêteté, nous ferons beaucoup de choses ensemble. Et j'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Et je tire un gros chapeau à notre ami qui pose cet acte-là parce que c'est pas donné à tout le monde. Merci. Si ce porte-monnaie vous appartient, vous contactez le 99 47 76 26 ou bien le 90 04 46 61 pour retrouver votre porte-monnaie. Cela s'appelle vraiment de la sincérité, de l'honnêteté. Ce qui ne vous appartient pas n'est pas à vous. Vous le rendez au propriétaire. Nous continuons toujours avec, dans le Togo profond, avec cette information que nous donne, que nous rappelle le Canard indépendant. Nous en avons parlé hier parce que c'est une annonce du gouvernement qui prévoit de tracer jusqu'à 4000 km de pistes rurales et de bitumer jusqu'à 400 km de routes dans les 5 années à venir. Nous en avons parlé hier et le Canard indépendant revient là-dessus et écrit « Programme national de développement de gros chantiers attendus pour le désenclavement des zones rurales ». Le Togo qui veut désenclaver toutes ces zones rurales en vue de faciliter l'émergence rapide des pôles régionaux générateurs de croissance. Mais en attendant qu'on trace ces 4000 km de pistes rurales et qu'on bitume les 400 km de route, le Togo dispose actuellement de 11 777 km de réseau routier, dont environ 2101 km de routes nationales revêtues. Thierry Afankoué, prions vraiment que l'État togolais puisse réaliser cette ambition, que dans les 5 ans, nous puissions avoir et ces routes goudronnées et ces pistes rurales. Tout à fait. Je crois que ces travaux de grande envergure ont commencé depuis plusieurs années maintenant. Le gouvernement va continuer et renforcer donc nos infrastructures. C'est très important pour notre pays, c'est très important pour notre développement. Maintenant, il revient à sensibiliser ces différentes entreprises à qui ces travaux seront confiés de bien faire les travaux pour que ces pistes-là ou encore ces routes-là ne cèdent pas quelques années après, alors que c'est de gros sous qui sont investis là-dedans. Il faut un contrôle accru de ces ouvrages-là pour que les années à venir, au lieu qu'on continue pas doter d'autres régions, d'autres préfectures de ces infrastructures-là, on ne réinvestit encore dans ce qui a été fait pour les réhabiliter. Dans le même sens, je crois que il faut tirer chapeau à SAFER qui fait un grand effort dans la mobilisation de ressources pour entretenir, pour réhabiliter nos infrastructures. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faudrait que nous, qui utilisons ces routes, ces pistes-là, nous puissions les entretenir pour que cela puisse durer dans le temps. Cela est très important. Merci. Espérons tous que l'État togolais, le gouvernement puisse démentir tous les pessimistes qui pensent que ce ne sont là que de simples annonces publicitaires. Dans 5 ans, on verra si le gouvernement aura tenu sa parole ou bien si on devra constater que ce qui a été dit n'aura pas été fait. Et le Canard indépendant qui chiffre
le montant de tous ces chantiers-là autour de 1000 milliards de francs CFA. Kokou Baté Akouré, vous qui êtes anthropologue, vous qui vivez depuis quelques années dans le Togo profond, dans la région des plateaux, vous savez l'importance des routes et des pistes pour désenclaver nos zones rurales. Oui, ça, pour dire vrai, disons ceci, hein, pour un bon développement d'un pays, il faut d'abord les routes. Pour acheminer les produits vivriers, tout ce qui se passe à l'intérieur, il faut une liaison. Et cette liaison, premièrement, c'est les routes d'abord. Ensuite, il y a d'autres infrastructures à venir. Mais je reviens sur tout ce qu'a dit notre ami Thierry. Le gouvernement a investi, il investit. Mais il revient maintenant au gouvernement de contrôler l'action de ces sociétés-là, de ces entreprises qui vont nous construire les routes. Et puis, nous invitons aussi nos compatriotes à être plus vigilants dans la surveillance de la réalisation de ces travaux pour que on ait de très bonnes routes, des routes sûres, et qu'on ne revienne plus après 5 ans ou 10 ans refaire les mêmes routes et être toujours en train de ces travaux décisifs. Voilà. Et puis rappeler au chef de l'État qu'il a pris un engagement, à savoir accorder 20 à 25% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs. Nous allons veiller si cet engagement présidentiel sera respecté dans l'attribution de ces gros chantiers qui sont évalués à autour de 1000 milliards de francs CFA sur les 5 années à venir. La route, on va commencer par la route, mais il faut également que les jeunes Togolais soient formés dans de bonnes écoles. Alors, nos écoles, vous en savez quelque chose. Cette semaine, nous avons parlé de l'école primaire publique 13 janvier et de l'école primaire publique de Djokaleban, c'est à Lomé ici. Et aujourd'hui, c'est le canal indépendant qui nous transporte dans la préfecture de Vaud, la préfecture de Thierry Afanoukoé, notamment dans la localité de Achanti. Oui. Achanti hier, où une partie des salles de classe de l'école primaire publique d'Achanti s'est affaissée au moment où les élèves s'apprêtaient à faire l'entrée en classe. Heureusement, on ne note aucun blessé, mais la situation de l'école primaire publique d'Achanti vient témoigner de la réalité des écoles togolaises devenues des infrastructures biodégradables. Et puis, pour rappel, il n'y a pas longtemps, c'était en mars dernier, à Pessi, dans la préfecture de Haro, une scène similaire s'était produite. Le mur d'un bâtiment scolaire s'était effondré, causant la mort d'une fillette de 11 ans et 7 blessés, dont le directeur de l'école et 6 élèves. À l'occasion, le ministre Atchadeji, qui venait d'être nommé aux enseignements primaires et secondaires, avait fait un déplacement pour aller constater. Voilà, c'est pour dire, Marc, que nos routes, d'accord, mais il faut que la même attention bienveillante soit accordée à nos écoles et puis à nos structures de santé aussi. Et bien évidemment, si tant est que déjà, quand on parle des routes, une attention bienveillante y est accordée, et on parle de 1000 milliards d'investissements pour près de 400 km de pistes rurales et 400 km de routes. Oui, 400 km de routes goudronnées. Et 4000 km. Et 4000 km de pistes rurales. Maintenant, la question de savoir, c'est combien de ces marchés-là seront attribués, combien de ces milliards-là les gens vont se mettre dans la poche, et combien de routes on aura déclaré officiellement et qu'on ne verra jamais dans les faits. C'est une première. Et par rapport aux établissements scolaires, et je veux en venir puisqu'on en parle, vous savez, près de la moitié de nos établissements scolaires ne disposent pas de salles de classe de ce nom. Et quand ces incidents malheureux arrivent, c'est parce que c'est dans des abris de fortune. Ce ne sont pas des choses qui ressemblent même à des classes dans lesquelles les élèves sont appelés à travailler. C'est des abris de fortune. Des fois, c'est encore des trucs en banco, des fois, c'est des pailles. Et c'est ce qui fait que tout ça sont à la merci des intempéries. Je sais qu'entre-temps, avec le Péri, il y avait eu un ambitieux projet de construire un certain nombre de salles de classe, mais aujourd'hui, en tout cas, on ne nous dit pas encore combien
de salles de classe seront réalisées dans les prochaines années? Parce que, à mon avis, c'est ça le défi. Parce qu'une chose est de dire à chaque fois qu'il y a un incident que oui, le gouvernement va prendre des mesures, qu'il y aura ci, qu'il y aura ça. Mais en réalité, sur le terrain, on voit, et ça, c'est aller jusque dans le Vaud, on voit à Lomé, en pleine ville, des salles de classe qui ressemblent encore, je ne sais pas, à des abris du Précambrien. Donc, à mon avis, il faudrait faire un effort aussi dans ce sens. Et pour enchaîner avec la question des infrastructures de santé, on nous avait promis 5 hôpitaux de référence dans chacune des régions. Je n'ai jamais vu ne serait-ce qu'une seule pierre de ces hôpitaux qui ont été montés. On nous a même promis un Saint-Pérégrin pour ce mois de juillet. Je pense que nous sommes en début juillet et ceux qui ont promis Saint-Pérégrin pour début juillet doivent se dire quand même qu'il y a péril en la demeure, parce que quand vous visitez les chantiers de Saint-Pérégrin, ça ne donne même pas l'impression que c'est un chantier qui peut finir en juillet 2021. Quand vous visitez à date les chantiers de Saint-Pérégrin, vous n'avez pas l'impression qu'en juillet 2021, on pourra livrer ces hôpitaux. Et ça pose un véritable problème, d'autant plus que par rapport à la crise du Covid, nous n'avions pas d'hôpitaux. Le seul hôpital qui était acceptable, c'est ça qu'on a réquisitionné. Et Dieu merci que les cas n'ont pas explosé et que cet hôpital n'a pas été dépassé. Mais il faudrait véritablement penser à construire de vrais hôpitaux, en réhabiliter ceux qui existent. Parce qu'on nous a parlé de la contractualisation pour réhabiliter l'hôpital Sylvanus Olympio. Mais allez à l'hôpital Sylvanus Olympio, 2-3 ans déjà que cette contractualisation a déjà... Rien n'a changé dans le quotidien et des soignants, et des malades, et des accompagnants et tout. On a l'impression qu'on annonce de belles choses et puis 2-3 ans après, on est dû sur place ou des fois pire, on est dans une situation qui est plus dangereuse que celle précédente. Merci. Les Togolais qui doutent assez, pour ne pas dire très pessimistes. Je ne sais pas si vous êtes chrétien catholique. L'évangile de ce jour, vous le connaissez? Non. C'est l'apôtre Thomas qui a dit qu'il ne croira à la résurrection du Christ que s'il le voyait en face de lui, s'il mettait ses doigts dans ses plaies. Mais vous savez également ce que le Christ lui a dit: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous permettez, oui, concernant les salles de classe, juste rappeler au chef de l'État, au cours de la dernière campagne électorale, je crois qu'il avait fait une proposition de permettre aux privés de construire des salles de classe, une sorte de partenariat entre l'État et le privé. On permet au privé de construire les salles de classe et l'État va louer ces salles-là. Je crois que il est temps. Il est là, je crois, ça fait déjà 4 mois ou je ne sais plus. il est temps. Alors, au cas où l'État ne paye pas le loyer des salles de classe. Non, c'est un engagement. Quand même. On connaît le nombre d'engagements qui n'ont jamais été respectés. Non, parce que ça fait mal quand nous nous mettons à écrire sur notre pays de telle sorte, mais c'est les réalités, on ne peut rien. Il faudrait aussi qu'on puisse ressortir, relayer ces genres d'informations-là pour que l'autorité puisse réagir. Vous prenez Vaud, avec tout ce que Vaud regorge comme ressources minières. Vous prenez Vaud avec tout ce que ça regorge comme cadre et que on ait encore des salles de classe en paille. Là, il y a problème. Il y a problème. Je crois que cette semaine, il y avait eu une grande conférence sur la responsabilité, les RSE. Et il faudrait que ces sociétés-là, qui exploitent les ressources minières de Vaud, puissent penser et doter cette préfecture-là des structures, d'équipements sociaux pour que la population... à cette 3e conférence internationale sur la responsabilité sociale des entreprises, connaissez-vous la personnalité qui a parlé au nom du Togo? Ah oui, et heureusement ou malheureusement, elle est de Vaud, donc il faudrait qu'elle puisse se tourner vers cette école-là pour que rapidement solution soit trouvée. Merci beaucoup. Restons toujours dans le Togo profond avec Diatoubé. Madame ODD, vous venez de faire un voyage jusqu'à dans la préfecture de la Kéran, dans la commune Kéran 1. Oui. C'est la saison des pluies.
il y a environ un mois, nous avons planté les arbres pour plus de 4 décennies que la journée de l'arbre a été instaurée. Qu'est-ce que vous avez pu constater au voyage aller-retour pour ce qui est de l'environnement, de l'écologie? Ça, bon, actuellement, le temps est très beau vers le nord parce que j'ai quitté Lomé le 28 et j'étais rentré le 1er juillet. Tout au long de la voie, tout est green, c'est très très joli. C'est vert. Et puis il y a la pluie. J'étais arrivé à Kara dans la pluie, et une grande pluie. Et tout mon séjour c'était la pluie. Et il y a les arbres. Il y a vraiment, c'est vraiment, très beau. Mais ça, j'ai eu l'occasion d'observer et de voir, et je voulais tracer un peu le circuit de l'abattage des arbres et pour la fabrication de charbon de bois. Et j'étais dans le village, dans le canton de Pessidé, et dans le village de Souté-Antenne. Et c'est un village qui se situe au bord de la nationale numéro 1. Et si vous allez là-bas, ça à l'intérieur, vous serez surpris. C'est l'abattage des arbres et la fabrication de charbon de bois est l'activité principale de la population. En cette saison du En cette saison. Et où les paysans sont supposés aller travailler au champ. Au champ. Et j'ai eu la chance de rencontrer le jour-là, sur le fameux lieu qui est le poumon même du commerce de charbon de bois. Et ça, il y a des camions, des gros camions qui quittent Lomé pour aller s'approvisionner en charbon de bois et sur ce lieu, dans ce village. Et c'est pas seulement Lomé. Et selon les regroupements, ça va hors de Lomé, Burkina Faso, Mali, Niger. Le Togo est exportateur de charbon de bois. Voilà, exportateur de charbon de bois. Et ce qui est le côté il y a un problème de conscience dans ce milieu-là, parce que ils disent que il y a les bonnes dames qui fabriquent, soit ce sont les femmes, elles n'ont aucune autre activité que de faire du charbon. Et elles collectent après quand ils veulent faire le champ. Bon, ils coupent les arbres pour faire le champ et tout. Et puis, c'est ce qu'elles utilisent pour faire le charbon. Et souvent, l'arbre qui fait du bon charbon, ils ont dit, c'est l'arbre de karité. L'arbre de karité. Et ça, elles disent que c'est vraiment consistant et ça fait du bon charbon. Donc, elles coupent les charbons, les arbres. Produit le karité, dont on peut extraire le beurre de karité qui a beaucoup de vertus. Et j'ai rencontré un vendeur qui est vraiment, qui sait, il dit qu'il est dans le business, ça fait 13 ans, dans le business de charbon. Mais il a dit quelque chose dans l'interview qui m'a interpellée. Il dit, je veux quitter cette activité, mais on n'a pas d'alternative. Nous voulons que nos femmes quittent ce business. Nous avons besoin des crédits, de support où elles peuvent faire autre activité. Et aussi, il y a certains habitants qui disent, nous voulons par exemple faire de l'élevage, mais nous avons besoin de soutien et de financement. Et ça m'a vraiment marqué quand lui-même, il a cherché à dire ça. Et il a dit depuis 2003, après la mort de Yaya Dema, c'est dans ce business il est, et il n'a jamais réalisé, il n'a rien réalisé avec le business. Donc ce qui veut dire il y a un problème social qui se pose dans le milieu. Problème social, mais problème d'abord environnemental. Quand on coupe les arbres pour faire le charbon, est-ce que les gens plantent en conséquence pour remplacer? J'ai demandé, ils m'ont dit que bon, ils plantent. Mais il y a les bonnes dames que j'ai rencontrées, elles disent bon, elles coupent quoi. Donc ce qui veut dire il y a un problème de conscience là-bas, de prise de conscience. La manière dont ils coupent, ils ne plantent pas à la même vitesse. Au fil des années, de couvert végétal. Et vous savez que nous sommes dans la région de Kara.
Et vers le nord, nous sommes dans la région des savanes. Et là-bas, il y a l'avancée du désert. Donc, c'est un problème fondamental. Et ça, dans nos regroupements, nous avons appris qu'il y a certains gardes forestiers qui laissent passer ce genre d'actes sous forme de complicité et de corruption. Et là, l'autorité en charge du département de l'environnement doit prendre le taureau par les cornes. Merci. Ce matin même, un auditeur m'a contacté pour me parler des faux frais que subissent les commerçants du charbon. Là où, dans la zone où ils ont acheté le charbon, ils paient une taxe. Oui. Et maintenant, sur le parcours, ils n'ont qu'à faire vérifier le papier. Mais à chaque barrage, il y a des faux frais que les gardes forestiers prélèvent selon le tonnage, selon la figure tout au long de notre tout au long de notre trajet, vous voyez des camions de charbon, de bois qui circulent, même les bois de chauffe qui circulent. Ça, on ne peut pas faire passer des choses comme ça dans notre pays. Eh bien, le ministre David Oladokoun, qui est en charge de l'environnement, des ressources forestières, doit s'intéresser à ce dossier. Baté, Kokou, Akodoué, dans la région Akposo, quand nous étions à l'école primaire, on disait qu'il y avait des forêts. Alors, est-ce qu'il y en a encore à Ezimé et les alentours, là où vous êtes? Cher ami, ça n'existe plus. Il n'y a plus de forêt. Tout a été détruit, complètement détruit. Et la sœur a soulevé tout à l'heure un point. C'est, comme vous l'avez même mentionné, les gens n'arrivent pas à faire le reboisement. On coupe, on ne replante plus. Et l'espèce comme Iroko, là, c'est rare maintenant à retrouver dans la région des plateaux. Alors que dans les années 92, il y en avait. C'était des montagnes complètement recouvertes de forêts. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais contrairement à ce qu'elle a dit, dans les plateaux, surtout au niveau de la région Akposo, là, le ministre a vraiment un ancrage spécial là-bas. Les scieurs, ils n'arrivent plus à couper. Le travail de... Tous ils se sont reconvertis. C'est difficile maintenant. Les gens ont abandonné. Quelle activité? Oh bon, c'est l'agriculture. D'ailleurs, la région, elle est bien faite, elle est bonne. Et pour l'agriculture, tout marche bien. Ce n'est pas comme contrairement à la région de maritime où les paysans souffrent énormément pour produire. Dans milieu Akposo, la terre est riche, et elle est très riche. Le climat, tout est bon. Merci, mais Thierry. Diatoubé parlait tantôt de la difficulté de certains acteurs de la filière charbon qui chercheraient à se reconvertir, mais qui ne disposeraient pas d'appui, de financement. Cela nous introduit au MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Ce mécanisme que le chef de l'État a lancé en grande pompe il y a 2 ans, avec à ses côtés le Magnan Aliko Dangote. Il y a également l'accompagnement de la BAD, le MIFA qui a déjà 2 ans au service des financements des acteurs agricoles. Mais le MIFA devrait s'intéresser à ses compatriotes de la région de Kara qui chercheraient des financements pour se reconvertir. Non, le MIFA ne donne pas ou n'accompagne pas aussi comme cela. Je crois qu'il faudrait que ces dames-là puissent s'organiser avant d'aller vers le MIFA pour chercher des financements. Bien avant de se tourner vers le MIFA, je crois qu'il y a d'autres projets qui pourront aider ces dames-là qui sont dans le commerce du charbon. Vous voyez, dans notre pays, il y a trop de paradoxes. Le MIFA, je crois que cette semaine, on a présenté son bilan et le bilan est élogieux. Malheureusement, nous avons ce bilan élogieux et c'est au même moment qu'on est en train on a bradé la nouvelle société cotonnière du Togo. Alors, si nous avons un mécanisme, une structure qui peut nous permettre de mobiliser tant d'argent en 2 ans et que
notre société cotonnière a des problèmes, pourquoi ne pas laisser le soin à MIFA, qui d'ailleurs a permis d'acheter des tracteurs qui sont mis d'ailleurs à la disposition des producteurs de coton, de mobiliser davantage de ressources financières pour soutenir la nouvelle société cotonnière du Togo pour une véritable réorganisation de la boîte, si tant est qu'il y a problème. On n'a pas pensé à cela. La solution facile, c'était de la privatiser. Or, les exemples de privatisation que nous avons dans notre pays, c'est des exemples qui ne sont pas encourageants. Il a fallu 2 mois ou 3 mois à ce que les nouveaux actionnaires de Togocom ne prennent la commande de la société, et vous connaissez, et nous avons tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Bien avant cela, il y a la société qui a été privatisée dans le temps. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Or, cette même société, je ne sais pas s'il n'y a pas de Togolais capables de redresser nos sociétés, nos biens, si jamais le passage de X ou Y a plongé la société. Je vous donne l'exemple de la société. Au temps de Djeteli, il y avait déjà des problèmes à la société. Il a fallu qu'on saute Djeteli, que un nouveau conseil d'administration puisse arriver et qu'on amène et celui qui vient de partir, Kakati, et le conseil d'administration d'alors a donné les grandes directives, les grandes lignes, on l'a encadré et les résultats à l'époque étaient probants. Il a fallu que ce conseil d'administration là puisse quitter, un autre arrive, et que, en complicité avec Kakati, on a connu ce qu'on a connu. Alors, juste pour dire que si certains Togolais sont en mesure de redresser les sociétés, pourquoi, quand il y a problème, on ne fait pas appel à ces génies-là et on convainc le président, on lui présente, mais écoutez, voilà, il y a tel déficit, voilà, il y a tel problème, en complicité avec ces gens-là à qui on privatise, on vend les actions, on monte des dossiers ronflants, on présente ça au président et on met le président devant le fait accompli et les gens derrière tirent tout un débat. Donc, vous parlez de la CET. Or, certaines indiscrétions font croire que la CET serait sur la liste d'une éventuelle privatisation. Ça dit qu'à chaque fois quand il y a un problème, quand ils vont vers le chef de l'État pour lui présenter la situation, la solution, quand ils présentent le tableau qui est déjà la solution qui l'accompagne, c'est la privatisation. Or, ce que le chef de l'État ne maîtrise pas, ou encore il est complice de ça, c'est que c'est les mêmes là qui sont derrière ces gens-là à qui on brade nos sociétés. Je crois qu'à la une de l'alternative, je n'ai pas encore lu l'article, mais la société qu'on nous présente comme quoi le Singapourien, c'est la même société que Ferdinand ou l'alternative nous présente comme voulait cette société-là. En tout cas, le titre de l'alternative qui dit il y a plus d'1 an, Olam tentait de déverser 18 000 tonnes de riz avarié au Togo et le coton togolais se retrouve bradé aux mains d'une société à la triste réputation. D'autres rapports font croire que Olam n'a pas bonne réputation dans les pays de la sous-région comme le Tchad et autres. Oui, Macabouflan. Oui, ça, on est parti du MIFA en fait, qui, il faut le rappeler, en soi est une bonne initiative, qui a permis de rehausser les investissements bancaires dans le secteur agricole, ce qui n'était pas le cas. Je pense qu'on est à 4% des prêts faits au secteur agricole. Le MIFA veut arriver à 4% de financement du monde agricole. Je pense qu'on est déjà à 4%. On est déjà à 4% après 2 années d'exercice. Et je pense que l'objectif c'était 5%, donc sur les 5 ans.
Donc déjà 4%, je pense que c'est une initiative quand même à saluer. Maintenant, quand on sort... Un petit détail aussi, le MIFA qui a rencontré la BCAO et les banques entre-temps pour partager l'ambition d'arriver jusqu'à 50 milliards de francs CFA pour accompagner le monde agricole. Oui, et je pense que... Courant 2020. Et je pense que le MIFA est sur une très belle dynamique qu'il faut encourager, celui d'apporter les soutiens nécessaires aux agriculteurs. Je pense que le MIFA, au-delà du secteur coton, a travaillé avec beaucoup de secteurs. Je pense qu'il y a le soja, il y a tout ce qui est aviculture, pisciculture. Le MIFA a quand même fait des choses intéressantes. Et je pense que ce modèle copié sur les Nigérians, qui pour une fois ne vient pas de l'Occident ou de la Chine et tout, est quelque chose d'extrêmement intéressant. Maintenant, si on quitte le volet du MIFA et qu'on va sur le secteur coton, il faut rappeler la structuration de l'actionnariat de la NSCT. La NSCT, aujourd'hui, est détenue à 40% par les producteurs de coton. Et donc, s'il y a nécessité pour l'État de brader ces 60%, la première chose, c'est de faire appel aux producteurs, aux cotonculteurs, parce que la Fédération nationale des cotonculteurs, c'est une fédération qui a du poids, qui aurait pu ne serait-ce qu'acquérir peut-être 10 ou même, je ne sais pas, 11% de plus pour avoir la majorité. Et maintenant, s'il y a véritablement besoin pour l'État de faire venir un partenaire stratégique et tout, on pourrait faire appel à un autre partenaire. Mais on se pose la question, pourquoi Olam? Olam, au-delà de tout ce qu'on dit d'être un partenaire connu et tout, Olam n'est pas le seul aujourd'hui sur le marché international en tant qu'entreprise à être spécialisée dans le coton. Il y a de plus belles entreprises qui font des trucs plus terribles que Olam. Pourquoi? Sur ce qui représente un secteur stratégique pour nous. Le coton, c'est le 4e produit d'exportation du Togo aujourd'hui, donc très stratégique dans notre économie. Pourquoi on ne peut pas lancer un appel d'offres pour faire appel à des sociétés qui tiennent? Pourquoi des gens s'arrangent dans leur coin et vont choisir Olam et viennent l'imposer à tout le monde pour lui retourner 51% d'une société déjà qui était tenue par les cotonculteurs? Et puis la question, c'est, quand on parle de ces privatisations, pourquoi personne ne fait appel? Thierry disait tout à l'heure de faire appel aux managers togolais. Mais moi, je pense au secteur privé togolais. Parce que nous avons... Notamment la Chambre de commerce. Également, le Conseil national du patronat. L'association des grandes entreprises du Togo. Le Togo a un secteur privé. Et on ne peut pas se permettre de brader des secteurs stratégiques à des gens qui n'en ont rien à foutre. La preuve, on voit tout ce qui se passe à Togocom aujourd'hui. La qualité de service de Togocom a diminué de plus de 50% depuis que cette entité Agu Holding, entre parenthèses, a pris le contrôle de Togocom. Aujourd'hui, c'est la NSCT qu'on veut brader. La NSCT, enfin la Sotoko qui est devenue NSCT, qui était censée être un modèle fonctionnel et qui, a priori, même s'il y avait des problèmes, était mieux fonctionnel que ce qui existait déjà. On la brade aujourd'hui pour qui, on ne sait pas. Et maintenant, la NSCT et Togocom ne sont pas les deux seules entreprises que l'État, dans le cadre du PND, prévoit privatiser. Il y a plusieurs autres entreprises, dont des secteurs qui sont des secteurs de souveraineté. Moi, ce que j'aimerais recommander, c'est qu'on passe à la privatisation de l'État elle-même. Il y a des services régaliens dont l'État doit s'occuper, mais n'arrive pas. Par exemple, si on privatisait, et puisque la privatisation est censée régler tous les problèmes, privatisons les finances. Oui, mais on a fait ça avec l'hôtel. À un moment donné, on a ramené un étranger qui a géré l'hôtel. Puisque nous parlons de mauvaise gouvernance, à chaque fois qu'il est question de mauvaise gouvernance, privatisons les secteurs où on sait que les gens tirent de l'argent. J'avais une question. Puisque nous sommes dans le cadre de PND, je crois que tout ce que vous venez de dire, surtout sur la construction, les réhabilitations des routes, a un coût. Aujourd'hui, quel est l'impact de Covid-19 sur le PND? Le PND est censé... l'échéance est 2022. Covid-19 a tué le PND. Je ne vous cache pas. Vous savez que depuis le courage de dire... Quel est l'avenir aujourd'hui du PND? C'est pour vous dire que vous savez que depuis le mois de mars, bien avant d'autres médias, Canal FM, le Club, la presse ont pris l'initiative d'animer des émissions sur le nouveau coronavirus. On a sensibilisé avec les médecins et autres. Depuis, nous recherchons des experts du ministère des Finances pour répondre à cette question. Quels sont les impacts du coronavirus sur l'économie? Quelles sont les mesures que l'État envisage ou a prises pour soutenir le monde des entreprises,
pour soulager les sociétés qui sont obligées de mettre leur personnel en conduite technique, de licencier. Nous n'en trouvons pas. Tout comme le programme Novici. C'est vrai, on a eu des gens pour nous en parler, mais nous apprenons que ce programme Novici est conçu par le ministère de l'économie numérique. Nous recherchons depuis des cadres de ce ministère pour nous expliquer, nous n'en trouvons pas. C'est pour dire que officiellement, ce n'est pas une rétention d'informations, mais ça y ressemble. Sur ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas encore de projection. Parce que depuis qu'on a l'État a annoncé les allègements et tout, normalement, toutes les entreprises devraient venir au créneau pour nous dire quel est le poids de ces allègements-là sur leurs finances. Seule la CNSS nous a dit, dès qu'elle a annoncé les mesures annoncées par les entreprises, nous a dit que ça avait un impact de plus de quelques milliards sur son budget. Mais au niveau de toutes les entreprises, vous leur envoyez des questionnaires, même les gens ne veulent pas vous répondre. Même l'OTR, jusqu'aujourd'hui, l'OTR n'est pas capable de nous dire quel est l'impact de la COVID-19 sur la mobilisation des ressources budgétaires de notre pays. Et c'est triste, posée, mais c'est une réalité. Revenons à l'actualité avec justement le nouveau coronavirus, la COVID-19 et sa riposte telle que l'État togolais organise. Nous nous rappelons encore l'adresse du chef de l'État le 1er avril où il annonçait l'état d'urgence pour 3 mois. Il y a toute une polémique, 3 mois que le chef de l'État avait annoncé pour l'état d'urgence. Après, on a découvert qu'il a pris un décret daté du 8 avril qui déclenchait en fait l'état d'urgence depuis le 16 mars. Alors, les calculs sont faits. Est-ce qu'il faut calculer les 3 mois à partir du 16 mars ou bien à partir du 1er avril? Bon, toujours est-il que nous sommes aujourd'hui le 3 juillet et la question se pose, est-ce que formellement l'état d'urgence a pris fin ou est prolongé? J'aimerais te dire une dépêche. Oui, c'est la question que pose les Libertés aujourd'hui à la page 5. L'état d'urgence va-t-il être prolongé? Mais on dirait que Liberté est un peu en retard parce que c'est un autre journal, l'Union pour la Patrie, qui écrit, lui, gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. La Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre, donne avis favorable pour la prorogation de l'état d'urgence. Eh bien, maintenant, c'est officiel. Le gouvernement a demandé, la Cour constitutionnelle a validé, l'état d'urgence sanitaire est prolongé pour 45 jours et nous en avons jusqu'au 16 août prochain. Voilà la dépêche, Marc, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment, c'est la dépêche. Le gouvernement aurait pris un décret prolongeant, puisque le gouvernement est autorisé à légiférer par décret, par ordonnance. Le gouvernement aurait pris donc un décret prolongeant l'état d'urgence pour 45 jours et a requis l'avis de la Cour constitutionnelle pour la validité donc de cet avis. La Cour constitutionnelle a donné son avis favorable et donc officiellement nous sommes encore dans l'état d'urgence, puisque l'état d'urgence devrait prendre fin selon les informations en tout cas que j'ai pu recueillir le 2 juillet, donc hier. Et donc nous sommes encore pour le moment dans l'état d'urgence jusqu'au 16 août, à en croire l'ordonnance là de validation de ce décret qu'a fait la Cour constitutionnelle. Merci, voilà cette dépêche. Nous-mêmes, nous interrogeons dans ce studio jusqu'à hier. Et maintenant, à se fier aux confrères l'Union pour la Patrie, c'est officiel, par validation de la Cour constitutionnelle, l'état d'urgence sanitaire est prorogé pour 45 jours jusqu'au 16 août prochain, même si on n'a pas vu le décret. C'est pas encore publié sur le site de la Cour constitutionnelle. Oui. On espère que dans la journée d'aujourd'hui, le site sera réactualisé pour qu'on puisse avoir l'avis en question. Alors, cet avis de la Cour constitutionnelle amène les Togolais à s'interroger si le Premier ministre Klasso va rester encore en poste pour les prochains 45 jours. Attendez, bien puisque évidemment. On nous disait que lorsque vous menez le débat ici, ça voudrait dire que nous sommes en état d'urgence, nous sommes en période de crise, donc on laisse le Premier ministre Klasso et son gouvernement continuer jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Voilà que c'est prorogé de 45 jours. Alors, va-t-on continuer avec ce même gouvernement?
les gens s'interrogent. Il faudrait que le chef de l'État réagisse. Ça fait déjà des mois et des mois, on ne le voit nulle part sur aucun radar. Alors que dans les autres pays, on voit les chefs d'État qui continuent par faire des activités. C'est vrai, ils donnent des consignes. Mais les Togolais se demandent si notre président, il est là, qu'est-ce qu'il fait de sa journée et tout et tout. Donc, il est temps qu'on puisse nous dire, le Premier ministre Classou et son gouvernement ont démissionné et reconduit ou quelque chose comme ça. Donc il faudrait qu'on soit situé. Oui, surtout qu'en France, il n'y a pas de prise ouverte, mais le Premier ministre a démissionné, on l'a même déjà remplacé. On l'apprend, mais qu'est-ce qu'il en est ici? On l'a remplacé. Est-ce que le sort de Classou est lié à l'état d'urgence? C'est facile. Est-ce que Classou va demeurer à la présidence? Le coronavirus fait la part balle à Classou et son gouvernement. Quand nous en serons davantage... Mais ça, j'aimerais faire une précision. C'est Classou, en tant que Premier ministre, qui allait devant l'Assemblée réclamer la mise... Demander l'état d'urgence. Vous ne pouvez pas aller demander une habilitation pour l'état d'urgence et vous revenez vous-même démissionner. Et je pense que c'est le raisonnement qu'officieusement Classou a toujours tenu aujourd'hui que l'état d'urgence... En France, la France... Non. Moi, je ne dis pas que c'est bien ou je ne veux pas que Classou continue forcément. Mais officieusement, ces conseils, tout le monde vous dit qu'une fois qu'il est allé demander l'état d'urgence, que ça lui a été accordé, il ne pourra démissionner qu'à la fin de l'état d'urgence. Aujourd'hui que l'état d'urgence est prolongé, je suppose, à moins que ces services ne disent le contraire, je suppose qu'il va continuer jusqu'au 16 août prochain. De droit conditionnel, je ne m'y connais pas, j'avoue mes limites, mais nous pourrons revenir là-dessus au besoin. Eh bien, les 3 mois finis pour l'état d'urgence qui est prolongé encore pour 45 jours. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 3 mois de lutte contre le coronavirus? C'est un beau dossier de nos amis Togo Matin. C'est aux pages 6 et 7. Je lis comme ça en vrac les aspects comme le CHLM commune et autres centres de santé stratégiques équipés pour la prise en charge des personnes, l'interdiction des vols de pays à risque, fermeture des écoles, universités, lieux de culte et autres. Justement, les lieux de culte, on a commencé par fermer les écoles. Maintenant, les écoles reprennent goutte à goutte. Mais la question se pose, qu'en est-il ou bien que devra-t-il en être des lieux de culte? On sent que les imams, les pasteurs, les hounos traditionnels, les prêtres souhaiteraient vivement des réunions se multiplient entre les leaders religieux et le gouvernement, mais officiellement, ces lieux de culte sont toujours fermés. Eh bien, Kokou Baté Akodoé, vous qui êtes anthropologue, vous intéressez à ces questions, quelle est votre lecture de ce phénomène? Merci, Sass. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes compassions à tous ceux qui ont perdu la vie à cause du coronavirus. Condoléances à toutes ces familles éplorées. Bien, si je suis là, c'est pour plaider pour la réouverture des lieux de culte, temples et couvents. Pourquoi cela? D'abord, quand vous analysez un peu notre pays, la situation de notre pays, vous verrez que la religion a une place très prépondérante au sein de cette communauté, de notre pays. C'est-à-dire que vous prenez le Togolais est fondamentalement religieux. Croyant, religieux. Nous croyons beaucoup. Et la croyance a beaucoup joué dans la vie de tout Togolais. Sur le plan politique, dans tous les plans, il y a toujours la religion qui a son impact. Et en effet, dans le préambule, le Togo se met sous la protection de Dieu. Voilà. Et même si, quoi qu'on dise, vous voyez, on a eu 14 décès, contrairement à ce qui se passe sur d'autres cieux. Donc il faut dire qu'il y a la providence, la main de Dieu, qui est vraiment, qui est là et qui nous protège. Et quand nous venons au Togo, nous allons voir au total 3 grandes religions. D'abord le christianisme, l'islam et la religion traditionnelle africaine, le vaudou.
Vous prenez l'église et le christianisme, on verra les églises conventionnelles séculaires comme l'église catholique, église presbytérienne, église des assemblées de Dieu, église méthodiste, église pentecôtiste, l'église baptiste. Et la seconde catégorie de ce groupe de chrétiens, c'est les ministères. C'est là où réside même la grande interrogation. Ces ministères, quand on va ouvrir ces ministères, comment ils vont protéger, ils vont procéder. Quand l'Esprit Saint va éprouver. Mais attention, de deuxième partie, nous avons l'islam. Et tout à l'heure, j'ai suivi sur une chaîne comment nos frères pris sur une maison à étage en groupe sans aucune chose là C'est à côté ici, au carrefour des Cons. Voilà. Il y a une mosquée qui vient de s'ériger au-dessus d'une maison à Décon. Ils se retrouvent là jusqu'à 200. Sans mesure de protection. Ils vont à toutes les 5 prières que recommande l'islam. Et maintenant, au vu au-dessus de tout le monde. Au vu au-dessus de tout le monde. Nous, on le sait et on en parle. La troisième religion, c'est la religion traditionnelle vaudou. Et maintenant, pourquoi nous plaidons pour qu'on rouvre ces centres-là, ces lieux de culte? Tout d'abord, il faut partir du rôle et de l'importance de ces religions-là. Nous savons que ces religions-là contribuent à l'éveil de la conscience des citoyens. Une conscience morte est un danger. Et ces églises aussi participent à la moralisation de nos concitoyens et aussi ils font partie de la régulation de nos citoyens, la régulation sociale. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Ils cultivent la religion permet aussi à cultiver la tempérance. La tempérance. Tout ça là, ce sont des vertus dont on a besoin pour évoluer, pour avoir la stabilité dans un pays. Nous allons partir aussi, c'est des gardiens aussi de la paix, de la stabilité politique. Les religions. Quand vous négligez les religions dans un pays, attendez-vous au pire, à des soulèvements. C'est aussi de véritables centres de déversement, de frustration. Je m'explique. Les gens ont des problèmes, ils vont vers qui? Vers ces pasteurs-là. Même s'il y a débordement parfois de insurrections, etc., on va vers les prêtres, les pasteurs pour dire quoi? Tout ce qu'ils ont sur leur cœur, ils vont les déverser aux pasteurs. Et ne nous leurrons pas, c'est des gens qui contribuent énormément à la stabilité de notre pays. Les leaders religieux. Les leaders religieux. Les lieux de culte. Oui, ces églises-là participent beaucoup pour les frustrations, les angoisses, les inquiétudes, la peur. Même les autorités même font recours à ça. Les autorités font. Quand ça chauffe, mais vous allez voir qu'on invite les pasteurs, ils font des conclaves, ils font des réunions, ils font des veillées pour le Togo. Donc ne négligeons pas. Et c'est aussi des lieux de confidence. Et en prenant l'église catholique, les confessions, tant qu'on bannit tout ça là, attendons-nous au pire. Et également, vous m'avez confié que pour ce qui concerne les religions traditionnelles, les dieux traditionnels aussi ont leur saison. Il semble que les fétis sont en vacances pour le moment. Ils vont revenir incessamment. Ils sont en vacances. Je reviens à la religion traditionnelle. Oui, on va terminer rapidement. Mais ils sont partis en vacances. Ils ne sont pas en vacances. Ils vont au bercail. À la source. À la source. C'est-à-dire que selon la religion traditionnelle, le mois de juin, là, c'est le mois de départ. Ils vont à la source, ils vont faire leur rapport à leur entité suprême, et ils reçoivent des consignes, et le retour, c'est vers fin juillet. Et c'est pourquoi on fait ce qu'on appelle les cérémonies d'anniversaire, qu'on appelle
pétatotro. Bientôt, ça va commencer. Mais ne nous leurrons pas. C'est fin juillet, juillet, août, septembre, mi-septembre. Également avec la saison des fêtes traditionnelles. Voilà. C'est le retour des fétiches des dieux qui coïncide avec ça. Bien sûr, avec des consignes. Et on fait les pétatotro et on donne des consignes. Et ce qui fait rire certains parfois, mais quand il fait nuit là, les chrétiens, on retrouve aussi des chrétiens chez eux. Là, on retrouve aussi des musulmans. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui se passent dans la nuit. Mais dans la journée, on est comme ça. Donc, la religion est là. Suspendre là, mais vous tenez à dire que les religions participent à la paix sociale, à la tempérance. C'est des lieux de confidence. C'est des lieux des centres psychologiques aussi. C'est pourquoi vous plaidez pour que l'État envisage l'ouverture des lieux de culte. Merci beaucoup. On va devoir suspendre là. Il est l'heure pour nos amis auditrices et auditeurs qui vont nous enrichir davantage. Nous les prions seulement d'intervenir sur les questions débattues aujourd'hui. 93.5 Canal FM. Merci beaucoup. Autour de la table, Thierry Afanouke, Marc Aboflan, Djatoupe et notre invité, l'anthropologue Kokou Baté Akore. C'est eux qui vont recevoir vos questions, vos commentaires. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Pelé. Oui, allez-y. Oui, je salue le plateau. Allez-y directement, s'il vous plaît. Ma préoccupation, c'est concernant aussi l'école togolaise. Oui. Elle est où? Nos enfants sont déjà à l'école il y a de cela 3 semaines. Et pour le moment, on ne nous dit rien pour le programme. Bien sûr qu'ils sont en train. Mais il faudrait amener les enseignants, les inspecteurs sur les médias et inviter les docteurs d'abord. Parce que eux aussi, ils sont en train de faire, mais ils ont fait. Parce qu'il ne faut pas prendre ce coronavirus-là pour étouffer l'école. On est en train d'étouffer l'économie. On va étouffer encore l'école pour qui est l'avenir. Donc, je voudrais demander aussi, sur le plateau. Donc, le Premier ministre, est-ce qu'il est en train de terminer le 3e mandat de Faure, ou bien il est en train d'exécuter les affaires courantes, ou bien il a commencé le 4e mandat? Merci. Je vous en prie, pour des écoles, c'est vrai que ça fait déjà 3 semaines que les enfants sont allés à l'école. On nous a annoncé les cours pour 4 à 6 semaines, mais jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune idée du calendrier des examens de fin d'année. Nous-mêmes, nous continuons à chercher. Le suivant en ligne, bonjour. Allô, bonjour l'ami en ligne. Il est parti, mais il va revenir sûrement, à moins que quelqu'un d'autre prenne sa place. Bonjour. Bonjour, Sas. Oui, c'est monsieur? Oui, Yoshua Desaguera. Ok, allez-y. Oui, mais c'est ça. Moi aussi, vous savez tous que ma préoccupation est la réouverture des lieux de culte. Sinon, franchement, je ne suis pas du tout content envers nos dirigeants concernant la gestion qu'ils font de nos lieux de culte. Parce que moi, je dis qu'il ne faut pas qu'ils nous prennent comme des irresponsables. Venez dans nos écoles primaires, venez voir nos enfants du coup primaire. Comment ils s'embrassent, comment ils font tout ensemble. Mais dire que dans une église, c'est un lieu de quoi plutôt d'émotion. J'ai dit, au moins, la rigueur, on peut dire, mais restez 100. Dans une église qui peut prendre au moins jusqu'à 500, 1000 personnes, restez 100, 200, distanciez-vous et puis lavez vos mains et adorez vos dieux. Bon, et ce n'est pas dans toutes les églises qu'on tombe comme des fous. Donc, franchement, ils veulent qu'on devienne quoi? Merci. Joshua, vous plaidez aussi que les lieux de culte soient réouverts. L'essentiel, c'est que tout le monde convienne de respecter les mesures barrières et la distanciation sociale, c'est important. Le 3e auditeur du jour, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Papa Sodine. Oui, nous vous écoutons. Bon, je voudrais intervenir surtout au côté du culte, là. Celui qui est auprès de vous a parlé tout à l'heure des vacances des dieux. Oui. Mais si ça fait rire beaucoup de personnes là-bas. Ils n'ont qu'à lire Job 1, surtout verset 6. Merci. Je vous en prie, Papa Sodine. Eh bien, bientôt, bon retour de vacances à nos dieux. Le 4e auditeur du jour, bonjour. Bonjour, monsieur Sass, bonjour le plateau. Oui, c'est monsieur? Monsieur Daniel. Daniel. Oui. Ok, nous vous écoutons. Et nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Merci. Et je voudrais aussi revenir sur le problème
évoqué par le premier auditeur tout à l'heure. Il s'agit des écoles. Oui. Alors, en réalité, du côté de l'enseignement général, un programme limité, c'est-à-dire on a délimité le programme pour nous envoyer côté CEG comme un lycée moderne, où le pourcentage de 75% a été pris en compte. Alors, du côté de l'enseignement technique, rien n'est dit jusqu'à ce jour. Et en plus, le plus grave, c'est que jusqu'à présent, on ne sait pas quand les apprenants vont composer. Nous prions vivement le gouvernement. Nous les supplions de nous alléger un tout petit peu la tâche en nous donnant la date des examens. Ça permet aux apprenants d'être planifiés et aux écoles aussi de se réorganiser. N'oubliez pas que les écoles privées sont laissées pour compte dans cette situation jusqu'à présent. Les promoteurs d'écoles vont continuer par assurer quoi avec quoi jusqu'à la fin ou à l'infini où leur date viendrait. Donc, nous leur demandons pardon de nous situer. C'est pour le bien de la nation. Merci. Nous-mêmes, nous cherchons beaucoup auprès des deux ministères. Mais Thierry Afanoukoé, c'est une loi d'Omerta qui ne dit pas son nom. Oui, vous savez, je crois que le chef de l'État doit mettre de l'ordre parfois au niveau du gouvernement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre Classou se comporte comme s'il est toujours titulaire de ce ministère-là, ce qui fait que il y a problème. Vous avez vu tout le cafouage qu'il y a eu avant qu'on ne nous annonce officiellement la date de la reprise des cours, et vous avez vu que avant la reprise, c'est à la primature que la dernière réunion s'est tenue. Bon, actuellement, il y a un ministre. Donc, qu'on laisse main libre à ce ministre-là de gérer les choses et de situer les gens. Que le Premier ministre Classou oublie qu'il gère encore. Oui, mais relève du Premier quand ministre. même. Ça dit qu'il y a problème. Il y a problème. Ça, ce qui se passe là-bas, ça n'arrange pas. Parce que les gens vont à l'école jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas quand ils vont composer. Merci. Nous prenons l'auditeur qui attend en ligne. Bonjour. Bonjour, allô? Oui, c'est monsieur? Oui, docteur Tchalognanou. Docteur Tchalognanou Gilbert. Bonjour à vous tous, à la dame du plateau. Oui. Non, je reviens juste sur un élément que vous avez passé le lundi dernier concernant les hôpitaux, le système sanitaire togolais. J'avoue qu'il est important que nous puissions nous pencher dessus. Et donc pour cela, j'ai écouté votre sollicitation. Nous sommes disposés en tant que Synfote à débattre de cette problématique-là avec l'autorité ministérielle. Et je pense qu'il faut qu'on y aille. Il faut qu'on puisse parler des problèmes de la santé et qu'on comprenne ce qui empêche qu'on rénove nos hôpitaux. Et qu'on ne peut plus accepter que les gens soient soignés et puissent être hospitalisés dans des salles qui n'ont pas le niveau, le standard requis. Donc, je réponds à votre sollicitation et donc, dès que c'est possible, nous serons heureux de venir débattre avec l'autorité ministérielle sur ce qui empêche la rénovation de nos hôpitaux. Nous savons compter sur votre disponibilité. C'est vrai que les hôpitaux, CHU Campus, CHU Le Métocoin et d'autres, ça pose un problème. Courant la semaine prochaine, nous allons faire ce débat avec quelqu'un qui nous viendra sûrement des circuits officiels. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Oui, c'est Sylvain. Sylvain Ngbaï. Oui. Eh bien, vous êtes en ligne. Oui, les dieux ne sont pas en congé, ils veillent sur nous. Ok. Oui. Et pour l'ouverture de l'église, là, monsieur Sass, parce qu'il y a des églises dites réformées, spirituelles, quand les gens tombent en transe, là, c'est ce que l'État voit. Quand au cours de la prière, les gens tombent en transe, on va faire quoi? Tout ça là, c'est tout ça là que l'État est en train de voir. Oui. Et puis les écoles, franchement, il faut que l'État fasse un programme. Même si le coronavirus est en train de... Chade, Sylvain Ngbaï est parti. Allô? Oui, Thierry. Allô? Oui, on donne priorité aux éditeurs, s'il vous plaît. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, l'auditeur? Oh, Chade, il est parti. Toutes nos excuses, mais vous allez revenir. Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Beka, depuis Agoué. Depuis Agoué, ok. Oui, j'aimerais intervenir un peu sur quelqu'un qui a parlé du problème du charbon là. Oui. Madame qui est partie au fin fond là. Oui. Pour dire que le charbon de bois, ceux qui en fabriquent là, la nature est ainsi faite qu'ils ne peuvent jamais s'enrichir. Vous vendez le charbon, vous n'allez jamais vous enrichir. Ça, c'est comme ça. C'est ceux qui viennent acheter et aller revendre qui peuvent s'enrichir. C'est comme la vente de terrain. Quand vous avez un terrain qui a été légué par le grand-parent, si vous vendez ça, vous n'allez jamais vous enrichir. Ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une maladie qui est attachée à la vente du terrain et au charbon de bois? Je ne sais pas trop. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, allô. Oui. Oui, c'est Pélé qui revient. Oui, allez-y. Oui, je pense qu'on parle de novice qui va revenir. Bon, je ne sais pas pourquoi ça va revenir et qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il avait fait. Parce qu'on n'avait pas le compte de ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je souhaiterais que ce novice-là, il faut prendre ça pour aider l'école privée. Pélé, nous avons déjà dit, nous cherchons quelqu'un au sein du ministère de l'économie numérique pour nous en parler. Nous ne trouvons pas. Eh bien, nous lançons cet appel à ciel ouvert que Mme Sina Larson ou ses cadres viennent nous situer sur le programme Novici. Le suivant en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. John, oui. Juste encore une fois parler. Il y a beaucoup d'écho autour de vous là. Ok. Allô? Oui. Je voudrais parler encore une fois du problème des écoles. Quelle que soit la bonne volonté du gouvernement, quelle que soit la bonne volonté du plan de riposte Covid, plus nos enfants, plus nos sœurs iront ou nos frères iront à l'école, plus le risque d'attraper le Covid sera élevé. Après 3 semaines, je pense qu'il est inconcevable qu'on ne puisse pas dès maintenant planifier des examens. Merci. C'est ce plaidoyer-là au nom de nombre de parents. Le suivant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. C'est Nassoum, depuis Kakaveli. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais réagir sur le problème de boisement au niveau de Kanté. Oui. Oui, c'est un réel problème que la dame a dit, puisque quand vous arrivez à Kanté, la voie qui mène vers Katamakou, vers le site culturel. Oui. Là-bas, c'est très déplorable. On a coupé tout, il n'y a même plus de politique de reboisement. Et les gens plantent, après 2-3 ans, on recoupe tout. Donc, c'est comme il n'y a même pas un suivi. Donc, on exhorte le ministère de l'Environnement et en collaboration avec la direction préfectorale de faire un effort pour pouvoir sensibiliser ces gens-là. D'amener au moins, agrandir les forestiers pour que ça soit un peu pérenne, puisqu'on voit qu'on a tout coupé et ça agit sur l'environnement et sur la vie socio-économique des populations riveraines. Merci. Donc, merci, monsieur. Merci pour votre témoignage et votre rapport. Déjà, un autre en ligne, bonjour. Oui, c'est Johannes. Oui. Les ministres de l'éducation dans ce pays, c'est de l'incompétence totale. Quand on remarque, c'est-à-dire que le travail du ministre de l'éducation, on a l'impression que ça s'arrête le jour de la rentrée. Ils font leur tournée dans les écoles avec la caméra de la TVT et c'est fini. C'est parti pour le jour des examens. On fait encore des tournées pour voir si les examens se passent et c'est tout. Deuxième point, c'est bien beau de dire que les ministres vont venir débattre sur les problèmes de nos hôpitaux. Mais je vois mal ce ministre-là qui aura le courage de venir débattre avec les professionnels du métier. Parce que nous connaissons nos ministres quand ils viennent sur les médias. D'abord, ce sont les gens qui fuient les débats contradictoires, je veux dire. Si c'est pour venir tout seul, raconter ce qu'ils veulent, et après, les professionnels viendront aussi contredire, ils sont prêts. Mais pour les débats contradictoires, on sait ce qui se passe. Dans les coulisses, c'est eux qui disent aux journalistes que pour les débats contradictoires, ils ne sont pas prêts. Ils peuvent passer tout seuls. Les contradicteurs peuvent passer après. Donc, faites l'effort, si les ministres refusent le débat contradictoire, qu'ils ne viennent pas du tout. Merci. J'espère que les ministres vont démentir votre pessimisme. Le suivant en ligne, bonjour. Allô, oui. Bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour, vous êtes en ligne. Oui, c'est Amana. Amana. À Sommet. À Sommet. Oui, bonjour, directeur. Oui. Et, directeur. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à l'école.
Monsieur Savigao. Oui. Venez à voir comment la nature a créé des rivières à l'école primaire publique. Chez vous à Sommet? Oui. Le directeur et les enseignants sont obligés toutefois de faire traverser les enfants, les élèves, dans la rivière que la nature a créée. L'année passée, même le directeur a demandé aux parents de l'aider à faire quelque chose pour que les enfants puissent marcher librement. Mais on n'a pas réussi. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce pays? Je vous assure bien que l'école primaire publique de Absomé a des problèmes. À chaque fois que les élèves passent là-bas, les enseignants se plaignent. Ils ont des problèmes. Il y a quoi exactement comme problème? C'est-à-dire l'eau a tracé des rivières d'une manière que pour traverser à chaque école, c'est un problème. Oui. Ok. Absomé, c'est dans le canton de... Absomé. À côté ici, environ 20 km. Canton de Davier ou bien de... Oui, canton de Davier. Canton de Davier à Sommet. Oui. J'ai un certain nombre de parents là-bas à Sommet. Courage à vous avec les écoles qui deviennent des rivières artificielles. L'auditeur... oui, allô. Oui, bonjour. Oui. Il y a eu Dadede qui a reçu une... Allô? Ok. Eh bien, nous revenons pour faire le tour. Marc Abofran, vous parliez tantôt, quand on parlait des impacts de la COVID-19 sur l'économie, vous aviez dit que même à l'OTR, on n'aurait pas une idée exacte. Eh bien, la réponse de l'OTR vient d'arriver. L'OTR connaît bel et bien l'impact de COVID-19 sur la mobilisation des recettes et c'est instantané à l'OTR, d'après ce que nous dit... les chiffres sont où? Est-ce que nous devons supplier l'OTR avant d'avoir ces chiffres-là à disposition? Peut-être qu'il faut aller sur le site de l'OTR. Non, mais je suis sur le site de l'OTR là. Est-ce que... Vous savez, une chose n'est pas de disposer de ces chiffres-là. Mais quand vous êtes un office comme l'OTR, ce n'est pas un office privé. Vous avez la responsabilité de mettre à disposition ces chiffres-là. Pourquoi le gouvernement même nous a... Ce même ministère qui gère Novici nous a dit qu'on allait vers un gouvernement de données ouvertes, qu'on mette à disposition les informations. Il ne faut pas qu'on aille supplier avant qu'on nous dise... Entre-temps, quelqu'un me disait que oui, la CCIT a fait une étude d'impact sur les entreprises. La CCIT est dans son rôle de faire cette étude d'impact. Mais si l'OTR fait des projections, si tant est que cette projection c'est instantané, mais que l'OTR nous dise. Je me rappelle, j'étais en studio même ici avec vous. Nous avons reçu le commissaire des impôts. Le commissaire des impôts qui était venu nous parler des mesures fiscales sans nous donner l'impact. Et au-delà de l'OTR, ce n'est pas le seul service public. Aujourd'hui, on parle du PND. C'est une certitude que le PND, dans sa conduite, le Covid a impacté le PND. Mais de quel impact il s'agit? On parle de croissance de 5%. Quelle croissance on aura en 2020? Aucun service n'est capable de nous le dire. Merci Kokou Baté Akodoué. Le débat sur le retour des dieux a intéressé les auditeurs. Certains sont pour, d'autres disent qu'il faut faire attention avant de rouvrir les lieux de culte. Non, et je leur dis merci, ils ont droit, chacun a droit à donner son opinion, mais la réalité, c'est que cela constitue une difficulté, le fait de bloquer une société dans laquelle on ne prie plus. On ne prie plus, on ne fait plus les regroupements religieux. On bloque une religion et ça donne de frustration. Oui, à ce niveau-là, on n'interdit pas aux Togolais de prier. On n'a rien bloqué, seulement l'État dit chacun prie chez lui. En respectant les mesures barrières. Et justement, les marchés sont toujours ouverts. Les marchés, il y a des places publiques. Mais disons-nous, quand vous faites la psychologie sociale, la psychologie générale, le comportement de l'homme, quand il est seul, c'est différent du comportement de l'homme quand il est dans un groupe. Autrement dit, nos amis des cultes, les chrétiens, les musulmans et ceux qui pratiquent, ce ne sont pas des enfants. Ils sauront ce qu'il faut faire pour éviter ces gaffes-là. Donc, de grâce, ouvrons les lieux de culte. Merci. Djatoubé, le commerce de charbon qui serait frappé de malédiction pour les uns. Les autres disent que
s'il faut arriver à bout de ce commerce-là, il faut que l'État subventionne les gaz de cuisine, le gaz butane, pour alléger la pression sur le couvert végétal. Tout à fait, il faut subventionner le gaz. Et ce que j'ai compris là-bas, c'est que nous sommes dans le processus de transition énergétique. Et si nous n'arrivons pas à subventionner l'alternative, c'est-à-dire les gaz, nous serons toujours dans ce problème, dans ce souci d'abattage anarchique des arbres. Et là, ça n'avantage pas le programme national de reboisement. Si nous voulons atteindre le taux de couverture forestière au Togo, comme on nous chante ça dans les discours, prenons le taureau par les cornes. Une fois encore, j'interpelle le ministère, l'ANGE, et tous les acteurs de l'environnement, tous les acteurs qui sont dans ce secteur, de veiller à ça parce que c'est de l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. Merci. Le gouvernement qui ambitionne de reboiser un quart du territoire national, il est annoncé, je crois, 14 500 000 hectares d'ici quelques années pour couvrir notre pays. Mais comme elles sont peu reboisées, si on coupe beaucoup plus qu'on ne plante. Thierry, avant que beaucoup d'auditeurs sont revenus sur la problématique de l'école. Vous les avez suivis? Oui, vous savez, et Marc l'a si bien dit, il y a le programme PERI. Et je ne sais pas si notre pays a un problème. Par ce programme, il y avait de l'argent à disposition pour construire les établissements scolaires. Mais les différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de l'Éducation ne sont pas arrivés à consommer la totalité de ces fonds-là mis à la disposition de notre pays. Ailleurs, le problème ne se pose pas. Quand les nôtres ne trouvent pas leur intérêt ou n'arrivent pas à détourner, ils laissent les fonds-là et les partenaires font repartir les fonds. Malheureusement, c'est des choses qui se passent chez nous. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait plus ces problèmes de classe de salle en paille ou de rivières dans les écoles. Donc, ça fait mal. Pour le problème des églises, je ne sais pas ce qui empêche le ministre Boukpessi à aller à l'ouverture des églises. Parce que même déjà à la première réunion avec les différentes organisations, et il était question, il y avait une date indicative pour ouvrir les églises, les lieux de culte et autres là. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe et il hésite. Alors que au Ghana ici... Boukpessi hésite peut-être, mais s'il faut ouvrir les lieux de culte, ça devrait être une décision du gouvernement. Oui, concerne tout dépend du rapport et la coordination nationale. Mais au Ghana, ici à côté, il y a plus de cas. Il y a plus de cas. Il y a plus de cas. C'est la même population. On a ouvert les églises, les lieux de culte. Moi, la question qui m'interpelle. Pourquoi on ouvre les bars là où les gens s'agglutinent même plus? Et on laisse les églises fermées. Il faut ouvrir les lieux de culte. Comme vous parlez du Ghana, d'autres pays, je vous cite la pensée du jour. En main d'autrui, le morceau est Non, là, je ne suis pas d'accord. Non, ça, j'aimerais quand même revenir sur la question des écoles. Vous savez, nos écoles sont... le ministère de l'Éducation est resté longtemps sans portefeuille, sans titulaire. Ce qui fait qu'il y a tout un capharnaüm là-bas que le ministre essaye de maîtriser. Aujourd'hui même qu'il y a, à mon avis, même un conflit de compétences avec le Premier ministre qui ne veut pas se débarrasser de son rôle d'ancien ministre de l'Éducation. Qui s'est arrogé, parce que personne ne lui a donné à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de travail. On a appelé longtemps à ces assises nationales de l'éducation. Il faut peut-être pour y aller, pourquoi pas revoir la question structurelle, mais aussi le fonctionnement même. On va devoir arrêter là. Vous vous apprêtez vos cartons de fin de semaine, de fin d'émission, sur des sujets qu'on n'a pas débattus aujourd'hui. Le temps d'écouter notre invité, l'anthropologue Baté Kokou à Koroé, pour sa conclusion. Je vous dis merci à Canal FM. J'ai confiance au gouvernement, au chef de l'État, et je pense qu'il mènerait une action pour la réouverture des lieux de culte. Merci et bonne semaine à vous tous. Je vous en prie, merci pour votre disponibilité. Carton de fin d'émission, de fin de semaine, vous devez avoir de la matière. Marc Aboflan.
Oui, bien évidemment. Moi, je veux faire un carton de cœur à l'université de Lomé, où il y a eu beaucoup de changements, en tout cas sur le plan structurel ces dernières années, mais qui vient d'annoncer qu'il y aurait prochainement des essais cliniques dans le cadre de la Covid-19. Une première, à mon avis, depuis que cette université est là. Je pense que ça rend fier quand même qu'au-delà de tout, que des chercheurs à l'université de Lomé puissent avoir mis au point des solutions qui puissent être efficaces contre la Covid-19. Eh bien, la semaine prochaine, nous reviendrons sur ce sujet, les cadres produits que propose l'université de Lomé pour tests cliniques. Peut-être que le premier sérum ou bien le premier vaccin pour éradiquer la Covid-19 viendrait du Togo. Pourquoi pas? Ce serait pour moi personnellement une grande fierté. Thierry Afan, que votre carton? Oui, je dirais que Marc m'a dévancé. Donc je n'ai plus de carton. Il a marqué sur votre langue comme voilà, juste féliciter l'université qui, sous le leadership du professeur Dodi Kokoroko, essaie de faire beaucoup de choses. Et puis le mal togolais, c'est que quand on a quelque chose de bon, on passe par tous les moyens pour le tuer ou l'étouffer ou l'empêcher. C'est pour cela peut-être qu'on est en train de brader nos sociétés comme ça, parce que nous ne faisons pas confiance aux nationaux pour redresser nos institutions, nos sociétés, quand elles sont en difficulté. Il y a un éditeur qui a dit qu'il y a malédiction à fabriquer le charbon, il y a malédiction à vendre les terrains. Peut-être qu'il y a malédiction à brader également le patrimoine économique national. Roland Yatoubé, votre carton? J'ai un carton vert aujourd'hui et je l'adresse au maire Kamal Adjaï. De la commune Golfe 3. Il a fait quoi pour ça? Il pose des actes d'envergure sur le plan environnemental et écologique dans son territoire communal, et ça mérite parce que des visionnaires, nous en avons besoin, et je lui souhaite beaucoup de courage. C'est peut-être une compétition que vous lancez entre les maires. Qu'est-ce que les maires devront faire pour mériter des cartons ici au Club de la Presse? Les semaines à venir, nous en ferons voir. Eh bien, merci. Rendons grâce à Dieu. J'espère que mon Dieu n'est pas allé en congé. Eh bien, nous le remercions de nous avoir accompagnés durant toute cette semaine. Nous nous confions en lui pour le week-end. Et nous reviendrons le lundi. Il n'est pas parti en congé.